Exercice d'explication du ministre des Finances sur l'achat de 500 véhicules pour les commerçants, la vente de certains immeubles de l'État et le projet d'installation d'une fibre optique pour la communication de l'armée malienne. L'initiative est du groupe de suivi budgétaire. Constater de visu l'état de la campagne agricole dans la région du nord du pays, c'est le but de cette tournée du ministre de l'Agriculture de Mopti en passant par Gao et Tombouctou. Le ministre Berthier a pu recenser les besoins urgents du moment. La prostate, problème de santé récurrent surtout chez les personnes âgées, organe dont le nom se confond avec les pathologies. Dans Focus Santé de ce soir, nous parlerons précisément de la prostatite qui est l'inflammation de la prostate. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous démarrons donc cette édition par ce communiqué de presse du porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Japon sur l'élection présidentielle en République du Mali. Le Japon se félicite du déroulement pacifique du second tour du scrutin présidentiel tenu le 11 août au Mali avec un taux de participation largement supérieur aux précédentes élections présidentielle et du fait que Ibrahim Boubacar Keïta soit élu. Le Japon se réjouit aussi du fait que le Mali ait, avec cette élection démocratique, marqué un pas important vers le rétablissement de la paix, de la stabilité et de la restauration de l'ordre constitutionnel. Le Japon espère que toutes les parties concernées continueront à travailler pour la consolidation de la démocratie, le rétablissement de la paix et de la stabilité et le développement et continueront à coopérer activement pour ces objectifs. Dans le même domaine, nous avons reçu plusieurs messages de félicitations. Il s'agit du message de l'Observatoire des droits humains et de la paix, du Forum des organisations de la société civile, du secrétariat de concertation des organisations non gouvernementales maliennes, de l'Association des travailleurs compressés du Mali, du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales de Djina Dogon, de la section RPM du Congo-Brazzaville et l'ensemble des ressortissants maliens résidant au Congo-Brazzaville, également de la communauté malienne en République démocratique du Congo, de l'association des cheminots déflatés du Mali, de l'association pour le développement de Cour-Salé, de l'Association pour le développement intégral de Badougou, de l'Association pour la défense des victimes de la répression, de la coordination des associations des ressortissants des cercles de Bandiagara, Bankas, Djéné, Douanza, Kouro, Mopti, Tenenkou et Youarou, de la coordination nationale des retraités de la Convention, de la coordination des associations des commerçants détaillants du marché d'Ossolo Traoré, des membres de l'amicale des anciens élèves du collège moderne des jeunes filles de Bamako. Tous félicitent Ibrahim Boubacar Keïta pour sa brillante élection à la magistrature suprême. Ils souhaitent par la même occasion plein succès au président de la République dans la réalisation des grands chantiers inscrits dans son programme. À quelques jours de la fin de la transition, le ministre des Finances s'explique sur la gestion de certaines questions spécifiques gérées par son département. Il s'agit notamment de l'achat de 500 véhicules pour les commerçants, la vente de certains immeubles de l'État et le projet d'installation d'une fibre optique pour la communication de l'armée malienne. C'était ce matin au cours d'un exercice d'explication initié par le groupe de suivi budgétaire et qui aura regroupé les directeurs généraux du budget et du Trésor, le représentant du FMI et d'autres acteurs concernés par les questions. Le compte-rendu de Brahma Traoré. Communiquer bien et à temps est un bon remède aux rumeurs et aux fausses informations. Depuis un certain temps, la gestion de certaines questions par le ministère des Finances fait l'objet de beaucoup d'interprétations. De l'achat de 500 véhicules pour les commerçants à la vente de certains immeubles de l'État, en passant par la rénovation du palais présidentiel, les commentaires vont bon train. Qu'en est-il réellement? Éclairage du ministre Abdelkarim Konaté, lequel apporte un démenti formel à l'achat de 500 véhicules destinés aux commerçants. Effectivement, il y avait un projet comme ça qui avait été initié pour dire qu'il faudrait que l'État puisse en réalité venir en aide aux transporteurs, en tout cas en renouvelant le parc auto qui est vieillissant chez nous. Mais nous nous sommes dit que le rôle d'un État, ce n'est pas de payer des véhicules ou de garantir l'achat des véhicules pour des privés.
conformément à notre politique de désengagement du secteur. Donc ce projet, encore une fois de plus, a été purement et simplement abandonné. Parce que le gouvernement était défavorable à ce projet. Aucune convention, aucun accord de financement aussi n'a été fait concernant ce projet qui consistait à payer 500 véhicules et à venir distribuer aux transporteurs. Ce projet devrait coûter environ 40 milliards, je crois. Tout ce que le gouvernement peut faire, c'est d'encourager ce secteur des transports qui connaît effectivement d'énormes difficultés en termes d'exonération partielle fiscale pour l'importation peut-être de camions. Concernant la vente de certains immeubles de l'État, le ministre des Finances indique qu'il n'en est rien. Pour Abdelkarim Konaté, les processus engagés visent tout simplement à recenser ces immeubles. Immeubles se trouvant généralement au grand marché de Bamako. L'emplacement de ces immeubles ne leur permet plus d'abriter les services publics, a expliqué le ministre Konaté. S'agissant de l'installation d'une fibre optique pour la communication de l'armée malienne, le chef du département des finances précise que le projet est encore au stade de l'étude et qu'aucun accord n'a été signé dans ce sens, tout comme la rénovation du palais présidentiel. Effectivement, le secrétariat général de la présidence a introduit une requête par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères au gouvernement chinois. Requête demandant au gouvernement chinois de venir en aide au Mali pour rénover le palais, mais à titre gratuit. La partie chinoise a déjà répondu, mais négativement, en disant qu'il ne peut pas prendre la rénovation du palais en charge. Donc aucune convention, aucun acte n'a été signé pour effectivement sortir 4 milliards du budget d'État et puis rénover le palais de Koulouba. Un autre point éclairci par le ministre des Finances concerne les dépenses extra-budgétaires. Il n'y en a pas eu, dit-il. Toutes les dépenses depuis les événements du 22 mars 2012 se font dans le cadre des inscriptions du budget 2013 selon Abdelkarim Konaté, lequel fait savoir également que tous les mandats de 2012 au niveau du Trésor ont été payés. Cela conformément à l'objectif de relance économique du pays. Une autre question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive est celle relative à la réforme des véhicules de l'État. Le ministre Konaté répond. Ce qui est vrai, ce qui est réel, depuis 2 mois, nous avons décidé volontairement de geler le tout en attendant qu'on ait le rapport final du vérificateur général pour un peu prendre en compte ces observations pertinentes. Il y a également, la dernière question, c'était l'achat des véhicules par la primature. Les véhicules qui ont été donnés à la commission dialogue et réconciliation, la primature et la section et service, effectivement, de la présidence. Suite aux événements de mars 2012, effectivement, le parc auto de la primature de la présidence a été pratiquement saccagé. Le Premier ministre, en rapport bien sûr avec le ministre des Finances, a initié effectivement le renouvellement de ce parc-là. Ce marché a été conclu et les véhicules ont été achetés et les véhicules ont été mis à la disposition de la commission de dialogue et réconciliation de la primature et de la présidence. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une dépense extra-budgétaire, c'était prévu. Et les chapitres qui ont servi à payer ces véhicules, c'est effectivement le chapitre 5243-10 qui a servi à payer effectivement ces véhicules-là. C'était depuis le mois de mai. Le compte d'appui à l'armée, je l'ai dit et je le répète, ça fait environ 3 milliards 25 millions. Et certains ont pensé qu'on avait déjà utilisé ces fonds. Non, le solde est disponible au niveau de la BDM. Les 3 milliards 25 millions sont là-bas. On n'a fait aucune dépense sur ce compte-là. Les miniers aussi ont donné 1,5 milliard, mais ils ont souhaité que en fait, leur contribution soit utilisée dans des actions humanitaires, mais pas dans des actions militaires. Et ces 1,5 milliard sont aussi disponibles. On n'a pas enlevé 5 francs sur ce compte-là. Cet exercice d'explication du ministre des Finances a été apprécié et salué par les représentants du Fonds monétaire international. Un exercice qui devra contribuer à couper court aux allégations faites sur ces différents dossiers. Le souci du département de tutelle, rappelle Abdelkarim Konaté, est l'utilisation judicieuse et efficiente des finances publiques. Retard dans le démarrage de la campagne agricole dans les régions du Nord, mais c'est un retard qui, selon les spécialistes, ne compromet en rien la bonne issue du processus agricole. Aussi, les dispositions prises par l'État tendant à atténuer les effets désastreux de la crise permettent de garder de réels espoirs de sauver la saison. Envoyés spéciaux au Nord, Seydou Sissoko, Al-Husseini Touré. Malgré l'installation tardive de la pluviométrie, les appuis en intrants fournis par l'État au titre du plan national de stabilisation et de solidarité sont bien appréciés et concourront certainement à réussir une saison qui aura nourri beaucoup d'appréhension. DAP, haka ministre ya dai yumaka nondiga simasi di moti wodi mais simasi TR1 ya yumaka nondi fari ko yeso yu fari ga pour ka di durée di mahim ka tonton. Ce stock est destiné vraiment pour les périmètres irrigués de la région de Tombouctou. Vous savez que pour cette campagne, nous avons à peu près un maîtrise totale d'eau,
Nous avons environ 34 000 hectares. Donc, il nous faut à peu près plus de 11 000 tonnes d'engrais. Donc, nous avons un petit stock ici. En tout cas, ça soulage quand même les paysans. Mais pour le ministre de l'Agriculture, le message est clair et sans ambiguïté. À l'adresse des exploitants agricoles, je voudrais dire une chose. C'est que le seuil de tolérance est envers les auteurs d'actes de spéculation. Notre seuil de tolérance est à 0. C'est nul et nous ne pouvons pas accepter que l'État et ses partenaires apportent des intrants à titre gratuit aux exploitants agricoles et que certains opérateurs, ou certains exploitants agricoles, ou certains agents de l'encadrement fonctionnaires croient en faire une source de revenus. L'occasion était bonne pour Baba Berté de rendre hommage à la solidarité internationale et annoncer une autre bonne nouvelle. L'Allemagne a mis à notre disposition 1,9 million d'euros pour l'acquisition d'hydrocarbures ou de gasoil pour faire fonctionner les motopompes qui servent à irriguer les périmètres irrigués. Nous avons mis à la disposition du gouvernement du Mali un montant de 4 millions d'euros pour la subvention de l'achat des intrants agricoles, en particulier les semences et les engrais. La saison, au dire des principaux concernés, connaîtrait une issue certaine si la tendance pluviométrique actuelle se poursuit. De façon générale, la campagne s'annonce vraiment bonne. Les paysans sont engagés. Vous voyez vous-même les pépinières, on est au niveau d'une pépinière ici. Les gens ont commencé au niveau du période de Coriomé, de même que le périmètre de Daï a répiqué. On est au stade de pépinière répiquage actuellement. La campagne agricole 2013-2014 au niveau de la région de Mopti se porte assez bien. Bien sûr, on a connu un début difficile avec la faiblesse de la pluviométrie qui s'est mal répartie dans le temps et dans l'espace, surtout les premiers mois de la campagne. Mais on commence à remarquer à partir du mois d'août une reprise au niveau de toutes les spéculations et par rapport même aux objectifs, si l'allure de la campagne continue comme cela et que les pluies continuent jusqu'au mois d'octobre, on peut prétendre à une bonne campagne au niveau de la région de Mopti. En termes d'objectifs, pour les cultures sèches, on est pratiquement à 93%. Et le riz, à cette date, on est à 92%, mais comme les semis se poursuivent pour la maîtrise totale et la submersion contrôlée, on espère atteindre les objectifs. Malgré l'installation tardive de la saison pluvieuse, les producteurs de ces régions gardent l'espoir de récolter des quantités substantielles de riz dans quelques mois. À Gao, le ministre de l'Agriculture a visité les services relevant de son département. Partout où il est passé, le ministre Baba Berté a expliqué les efforts du gouvernement visant à doter les services d'équipements sommaires pour un démarrage effectif des activités. Baba Berté l'a dit au micro de nos envoyés spéciaux. Les agents sont là. Les bureaux, les services ne sont pas fonctionnels, faute d'équipement, faute d'électricité. Il y a beaucoup de facteurs qui font que ces gens ne peuvent pas faire du travail de bureau. Mais je vous rappelle quand même que l'agriculture n'est pas une activité de bureau. C'est une activité de terrain et mes agents sont présents sur le terrain. Nous les avons rencontrés dans les plaines de Daï, Amadia et Coriomé. Et ils sont ici dans les périmètres et malheureusement, pour des raisons de sécurité que je ne pourrai pas visiter, mais ça fait partie. Et ce n'est pas parce que les bureaux ne fonctionnent pas que ce n'est pas une partie du Mali. Et ensuite, l'État a dégagé d'importants moyens qui vont servir à restaurer la plupart des immeubles qui servent aujourd'hui de bureaux, parce que vous savez que l'État a, dans un premier temps, pour les mois à venir, à bailler des bureaux pour les différents services de l'État. C'est vrai que ça n'est pas confortable, ça n'est pas fonctionnel, mais quand on aime son pays, on est prêt à servir dans toutes les conditions. Et je pense que ces fonctionnaires qui sont affectés ici sauront qu'ils sont au service de leur pays, de leur patrie. Et quand on travaille, on sert sa patrie, il n'y a pas de prix. Le ministère de l'Élevage et de la Pêche et ses partenaires, la Banque mondiale et l'autorité du bassin du Niger ABN, vient de mettre à la disposition des communautés de la pêche traditionnelle de la région de Tombouctou
un important lot d'équipements et d'engrais de pêche pour un coût total de 250 millions de francs CFA. Cet appui contribuera à l'amélioration des conditions de vie et de travail des bénéficiaires. Yéya Tandina depuis Tombouctou. Cet appui est composé d'engins et d'équipements de pêche, filets tout genre, hameçons, fours métalliques et un camion frigorifique de 10 tonnes pour un montant total de 250 millions de francs CFA. Il est destiné aux communautés de la pêche traditionnelle dans la région de Tombouctou. Et dans la suite logique, pour parachever une remise symbolique des engins et équipements de pêche et dans le cadre du programme de développement de la pêche traditionnelle dans les régions de Gao et Tombouctou, pour améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Financé par la Banque mondiale et son partenaire de l'autorité du bassin du Niger, ABN, avec la participation du gouvernement de la République du Mali. Les bénéficiaires n'en demandent pas plus et saluent l'action du gouvernement. Je remercie le gouvernement du Malien qui nous envoie du matériel de pêche. Vraiment, nous sommes joyeux aujourd'hui, le gouvernement malien. Ce qu'on demande à vous, c'est d'en prendre soin. Nous mettrons en place les structures de gestion avec votre participation et pour pérenniser et rendre plus utile cet investissement d'une valeur de 250 millions. Une remise symbolique a été effectuée aux bénéficiaires qui sont la coopérative des pêcheurs et l'association des pêcheurs de la région de Tombouctou. Et depuis Tombouctou, notre correspondant sur place, Yatandina, nous signale que la BMS SA a rouvert ses portes à Tombouctou. Nous y reviendrons donc plus en détail dans nos prochaines éditions. Le parti Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, ANCD Mali, était face à la presse hier. Objectif est de donner la position du parti après l'élection présidentielle. Selon le président de l'ANCD Mali, son parti va à l'opposition modérée pour suivre de près les actions gouvernementales. Nous l'écoutons, il est au micro de Moussa Fani. Concrètement, sans ambiguïté, l'ANCD se réclame un parti de l'opposition, une opposition alors qui fera constructive, qui y mettra des idées, là il faut mettre des idées, qui dira oui, là il faut dire oui, et qui dira non, là il faut dire non. Et qui ne sera pas comptable également d'un faux jugement parce que tout simplement on a envie de critiquer, parce qu'on a envie de détester, ou on a envie de jeter des cailloux. Alors nous serons avec le pouvoir, au moment où le pouvoir est sur le bon chemin, nous décrierons le système lorsque ça va mal. Nous allons parler de politique, mais hors de nos frontières avec le prochain congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui aura lieu début octobre. La bataille pour la tête du parti aux fautistes est ainsi lancée. L'actuel chef de file, Henri Konan Bédié, sera candidat, bien qu'il dépasse la limite d'âge fixée dans les statuts du parti. La paisible campagne rwandaise a perdu de sa quiétude. Vendredi, en début d'après-midi, le district de Rubavu, frontalier avec la République démocratique du Congo, a été la cible de tirs de roquettes. Vers 13 h, j'étais en train de nourrir les vaches lorsque soudain, une bombe en provenance du Congo est tombée juste à côté de moi. Pas de blessés parmi les habitants, ni du côté du troupeau. Mais l'inquiétude s'accroît alors que le conflit a repris entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Pour Kigali, la cause est entendue, la RDC est responsable des tirs. Nous demandons à la RDC d'arrêter ces actes insensés de provocation et de se consacrer à l'initiative de paix qui réunit les pays de la région et la section paix et sécurité des Nations Unies. À Kinshasa, l'ennemi est là aussi tout désigné. Le Rwanda et son président Paul Kagame sont accusés d'instrumentaliser la rébellion du M23. Toute la presse dénonce les bombardements de la semaine dernière qui ont fait 3 morts et une dizaine de blessés. 11 obus sont tombés en 2 temps dans différents quartiers de la ville de Goma. Une chose semble certaine, selon les premières indications fournies par nos experts. Le plus grand nombre de tirs à la roquette provenait du territoire de la République du Rwanda.
Les civils ayant été ciblés par cette attaque, le gouvernement congolais dénonce un crime de guerre et interpelle les Nations Unies. Mais dès ce week-end, la population de Goma, excédée, s'en est prise au casque bleu, chargé de les protéger contre le M23. 2 manifestants ont été tués lors de ces affrontements. Vous l'aurez compris, la technique nous a transportés loin de la Côte d'Ivoire. On parlait de l'armée rwandaise qui accuse la RDC d'avoir bombardé son territoire et avertit qu'elle ne restera pas indéfiniment sans réagir. Même accusation du côté du gouvernement congolais. Selon son porte-parole, le Rwanda aurait intervenu aux côtés des rebelles du M23 la semaine dernière en tirant des roquettes depuis son territoire sur les faubourgs de Goma. Voyons à présent les préparatifs du congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, congrès qui se tiendra au mois d'octobre prochain. À l'extérieur comme à l'intérieur de la maison du parti à Cocody, un quartier d'Abidjan, l'ambiance est à la fête. La Fondation Espoir du PDCI RDA place sa rentrée politique sous le signe de la mobilisation en faveur d'Aimé Henri Konan Bédié. Le PDCI ne peut pas abandonner Bédié, car de par lui, Félix Houphouët-Boigny est présent dans nos esprits. Est-ce que vous voyez les femmes? Dans la salle, un slogan. Après Bédié, c'est Bédié. Le message est clair et précis. Il est destiné à tous les militants du PDCI, viscéralement opposés à la candidature d'Aimé Henri Konan Bédié à la présidence du parti. Bédié sera le président du PDCI RDA. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Les femmes ont décidé, les femmes ont dit. Les partisans d'Aimé Henri Konan Bédié affirment avoir mis sur pied une stratégie. Objectif, assurer la victoire éclatante du Sphinx de Daoukro. Nous avons mis en mission nos bases pour aller vendre le candidat sur le terrain, pour aller vendre le candidat dans toutes les délégations, pour aller vendre le candidat Aimé Henri Konan Bédié dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Aimé Henri Konan Bédié est aujourd'hui âgé de 79 ans. Il bénéficie aussi du soutien des secrétaires des sections du PDCI RDA, mais l'ancien président ivoirien ne peut pas encore crier victoire. Ses farouches adversaires, dont Alphonse Dédé Madi, le secrétaire général du parti, continuent de le défier ouvertement. Le 12e congrès du PDCI, prévu début octobre, risque d'être très mouvementé. L'actualité hors du continent africain, des inspecteurs de l'ONU accompagnés de membres de l'armée syrienne libre ont pu examiner aujourd'hui des victimes au gaz neurotoxique qui auraient été employées la semaine dernière dans la banlieue de Damas, tout élément accréditant les allégations des insurgés qui accusent les forces gouvernementales d'avoir eu recours à des armes chimiques plaiderait en faveur d'une possible intervention militaire à l'étude dans les chancelleries occidentales malgré les avertissements de Damas, Moscou et Téhéran. Fort d'un feu vert du régime syrien obtenu sous la pression de Washington et des Nations Unies, les inspecteurs de l'ONU ont quitté lundi matin leur hôtel à Damas pour se rendre dans la banlieue et entamer leur enquête sur l'attaque au gaz chimique qui a fait plus de 1000 morts selon l'opposition. En chemin pour la Ghouta orientale, ils ont été pris sous le feu de tireurs embusqués qui les ont contraints à faire demi-tour pour changer de véhicule. La télévision officielle a aussitôt accusé la rébellion de vouloir saboter une mission d'ores et déjà qualifiée de trop tardive par les puissances occidentales. Après une série de contacts entre Washington, Londres et Paris, ces dernières ont même confirmé la responsabilité du régime dans l'attaque chimique et annoncé une réponse dans les prochains jours. Il y a un massacre chimique qui est établi, il y a la responsabilité de M. Bachar el-Assad, il faut une réaction, nous en sommes là. Oui, c'est-à-dire que ça ne restera pas sans réponse adaptée, proportionnée. Exact. Oui, proportionnée à des massacres, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Exact. Sur les ondes de la BBC, le chef de la diplomatie britannique a même précisé pour sa part que quelle que soit l'action menée, elle se ferait dans le cadre des lois internationales. Est-il possible de répondre aux armes chimiques sans une totale unité du Conseil de sécurité de l'ONU? Je répondrai que oui. Sinon, il serait impossible de répondre à de telles atrocités, à de tels crimes. Alors que la Turquie, l'Australie et l'Allemagne se sont ralliés à une telle perspective, le président syrien a réagi dans la presse de son grand allié russe. Il a jugé insensé les accusations occidentales et prévenu que toute intervention militaire contre son régime serait vouée à l'échec.
Retour à l'actualité nationale, élaborer un plan de communication pour pérenniser l'alimentation de l'élève à l'école. Le sujet était au centre d'une rencontre tenue ce matin à la Maison du Partenariat. La rencontre de 3 jours est organisée par le Centre national des cantines scolaires. L'objectif du plan est de créer une culture de communication autour de l'alimentation scolaire au Mali. Le compte-rendu de Alpha Mega. À l'école, bien manger participe de la réussite du développement de l'enfant. Il s'agit là d'un facteur indispensable dans l'accroissement de l'enfant en milieu scolaire. Et c'est dans ce cadre que le Centre national des cantines scolaires et ses partenaires ont initié la présente rencontre. Élaborer un plan de communication, principal sujet au centre des débats. Dans le système décentralisé, ce sont les collectivités qui prennent en charge certains aspects de l'alimentation scolaire. C'est aux collectivités, aux communautés, justement d'apporter par exemple les condiments, d'apporter par exemple le bois de chauffe. L'alimentation scolaire, ce n'est pas seulement l'affaire de l'éducation, ce n'est pas seulement l'affaire des PTF, c'est-à-dire les partenaires, mais c'est aussi leur responsabilité parce que ce sont leurs enfants qui sont appelés, n'est-ce pas, à aller à l'école, à être éduqués et à contribuer au développement du pays. Il s'agira de comprendre que ce plan vise la pérennisation de la mise en œuvre de la stratégie de l'alimentation scolaire. Il est important effectivement que toutes les collectivités soient sensibilisées, qui comprennent les enjeux de l'alimentation scolaire. Donner plus de visibilité au programme d'alimentation scolaire, soutenir la pérennisation des programmes et ressortir les défis et enjeux de l'alimentation de l'élève au Mali, ce sont là quelques résultats attendus des travaux. Le Centre national de lutte contre le diabète a reçu ce matin du matériel. Le geste est de Maïmouna Koulibaly qui entend perpétuer l'œuvre de sa défunte mère Khadija Touba, qui a été présidente de l'Association malienne de lutte contre le diabète de 2003 à 2012. Le compte-rendu de la remise avec Noun Sissoko. Le matériel octroyé au Centre national de lutte contre le diabète compte 14 lits avec matelas, une dizaine de fauteuils roulants, 5 lecteurs de glycémie et d'autres consommables. C'est le 26 août 2012 que Djaria Touba est décédée. C'était la présidente de l'Association malienne de lutte contre le diabète. Il y a sa fille qui a décidé de venir célébrer cette année, le premier anniversaire, en offrant au centre un coup de pinceau et beaucoup de matériel médicaux. C'est pour prendre le relais de sa mère que la donatrice inscrit son geste. Il s'agit également, selon elle, d'améliorer les conditions de travail et de prise en charge des patients. Djaria Touba a œuvré à la mise en place de ce bâtiment, a œuvré à améliorer la prise en charge des patients diabétiques au Mali. Et c'était de notre devoir de faire en sorte que ce travail qu'elle a débuté puisse perdurer dans le temps. La directrice du Centre national de lutte contre le diabète a bien apprécié le matériel mis à disposition. Le centre souffre de manque de matériel. Chaque fois que nous avons des dons de ce genre, ça nous soulage pour la prise en charge de nos patients. Cette cérémonie de remise de matériel a été marquée par une séance de dépistage gratuit qui a concerné environ 400 personnes. Sport football, après dépôt et validation des listes pour la présidence de la Fédération malienne de football, une liste n'a pas été retenue par la commission électorale. Il s'agit de celle de Boubacar Baba Diarra. Pour édifier l'opinion nationale et internationale sur ce rejet, le candidat a rencontré la presse ce matin. Le compte-rendu avec Siragato Sissé. Candidat déclaré à la présidence de la Fédération malienne de football, au même titre que ses concurrents Hamadou Kalado Sissé, président sortant, et Boukari Sidibé Kolon, président du Stade malien de Bamako, Boubacar Baba Diarra, le président du Djoliba AC, a vu sa liste rejetée par la commission électorale pour 3 motifs. Sur ces points brûlants, le mandataire apporte des éclairages. Le dossier qui est constitué en réalité d'une pièce d'extrait de naissance et d'un casier judiciaire et d'un certificat de nationalité avec un certificat de résidence et une photo, qui sont les 5 pièces qui constituent un dossier, sont tout à fait claires et conformes vraiment aux dispositions de l'article 49.2. Et là, vraiment, Brahima, l'extrait de naissance, Brahima sur le casier judiciaire, Brahima sur le certificat de nationalité, Brahima sur le certificat de résidence et la photo de l'individu jointe aux autres pièces. Et là, vraiment,
toutes les pièces sont conformes aux exigences en fait, de nos dispositions de l'article en fait, de nos statuts et règlements généraux. Mais malheureusement, ils se réfèrent uniquement par l'instinct pour invalider cette liste, pour dire que Brahima. Et vraiment, je suis désolé pour que en fait, cette commission n'a pas pu citer un seul article de nos statuts pour invalider la liste de M. Boubacar Baba Diarra. Et là aussi, plus loin, dans nos articles, on dit quand même que c'est un dossier incomplet qui peut invalider. Et là, l'individu, c'est qui peut amener une disqualification aussi d'une liste. Et ça, c'est quand il y a un candidat sur 2 listes. Et là, ça même, ça ne peut pas en fait, porter en fait, raison d'invalidation d'une liste. Ça peut disqualifier un candidat sur la liste de candidature. Et cela dans 48 heures aussi. Hein. Et sinon, il peut remplacer, les deux camps, ou bien les deux listes peuvent remplacer le nom X par Y, mais qui ne peut pas faire l'objet d'invalidation d'une candidature. Le candidat Baba a saisi la commission centrale et recours de la FEMAFOOT et toutes les instances sportives, dont le tribunal arbitral du sport, TAS, pour le rétablissement du droit. Au dit du principal conférencier Sahala Babi, la liste de Hamadou Kolado Cissé devait être rejetée pour avoir établi le nombre de membres du comité exécutif à 22 et non 21, prescrit dans l'article 26.1 des règlements de la commission centrale d'audit interne. L'élection du comité exécutif de la Fédération malienne de football se tiendra à Mopti les 5 et 6 octobre prochains. À 2 mois donc du renouvellement du comité exécutif de Mali Foot, la liste présidée par Boubacar Baba Diarra est toujours bloquée dans les tiroirs de la commission électorale. De la littérature dans ce journal avec Sagesse Malinké, ressources inépuisables pour la gestion des conflits, est un tout nouveau livre qui vient de paraître dans l'édition La Ruche à livre. Sayon Naman Traoré en est l'auteur de ce livre, de 84 pages. Il est âgé seulement de 29 ans. Ce jeune écrivain malien originaire du Mandé vient de mettre à la disposition du lectorat un guide pour approfondir la connaissance de la culture et des traditions de l'espace culturel mandingue. Sagesse Malinké, ressources inépuisables pour la gestion des conflits, qui vient donc de paraître, dégage une spécificité propre à elle-même, un livre de sciences, d'apprentissage et de savoir à découvrir. Nous poursuivons avec la chronique santé de ce lundi qui porte sur un sujet qui intéresse beaucoup les hommes. Il s'agit de la prostate, un organe très important pour l'homme et dont le nom se confond avec les pathologies de ce même organe. Avec le professeur Kalilou Ouattara, nous parlerons précisément de la prostatine qui est l'inflammation de la prostate. Focus Santé, c'est une réalisation de Tchessira Dambélé. La prostate en tant que telle n'est pas une maladie, mais un organe situé sous la vessie au carrefour des voies urinaires et génitales de l'homme, une position qui la rend vulnérable aux infections. Elle joue un rôle capital dans la capacité d'un individu à vider sa vessie et dans la procréation. La prostate se développe dans le corps de l'homme grâce aux hormones mâles dont l'absence au moment de la conception ou au cours de la vie peut donner un organe atrophique et jouer sur la sexualité, les sécrétions et la capacité de faire des enfants. 70% des sécrétions génitales indispensables à la procréation sont du ressort de la prostate. Ce qu'on appelle les spermes, là, il est constitué au moins à 70-80% des sécrétions de la prostate. Les sécrétions prostatiques, si elles ne sont pas là, les spermatozoïdes, qui sont l'élément essentiel pour que de la procréation ne peut pas être activée. Donc la vie des spermatozoïdes dépend de la qualité des sécrétions de la prostate. L'inflammation de la prostate ou prostatite est la maladie la plus fréquente de cet organe. Elle est liée aux infections qui peuvent provenir de rapports sexuels non protégés ou même du tube digestif. Ces infections-là, ça concerne qui? Ceux qui sont en activité sexuelle intense. Ça, c'est la jeune, avant la quarantaine. Donc, les infections sont très fréquentes. Et l'infection peut être grave au niveau de la prostate. L'infection peut même
détruire toute la prostate et créer ce qu'on appelle un abcès de la prostate. Ça veut dire que toutes les glandes de la prostate ont été dissoutes et la prostate reste une coquille vide. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui peut être grave, l'infection. Mais ça, c'est avant 40 ans. Je ne dis pas que les personnes âgées aussi, après 40 ans, n'ont pas la prostate, mais c'est plus fréquent au niveau des jeunes. Les infections de la prostate. Et ça commence par les infections de l'urètre non traitées qui vont évoluer pour aller attaquer maintenant la prostate. La prostatite est très fréquente au Mali chez les moins de 40 ans et elle peut être aiguë ou chronique. On peut dire que les maladies infectieuses représentent quand même jusqu'à 50-60%. Parce que si on fait les rapports génome au Mali et les rapports personnes âgées au Mali, je pense que les personnes âgées, c'est à peu près 30%, 20% même de la population. Et si les maladies infectieuses sont plus fréquentes chez les jeunes, donc ça fera à peu près 60, 65, 70%. Les 30 autres pourcents là, ce sera les pathologies du troisième âge, c'est-à-dire l'adénome de la prostate et le cancer de la prostate. L'adénome et le cancer sont deux autres pathologies de la prostate. Pour protéger cet organe essentiel dans la vie de l'homme, il faut une activité sexuelle régulière sans oublier de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles, porte d'entrée pour d'autres maladies. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Amara Malé Diallo à 10h et 13h. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, pour celle du soir. Pour ceux qui n'ont pas suivi la présente édition, faites un tour sur notre site internet www.ortm.ml. Excellente soirée à tous.